Rebonjour pour tous ceux qui étaient déjà là pour la session précédente. On va directement passer au slide suivant pour l'agenda. Donc, je vais parler de Next, mais vous allez voir de Next d'une façon différente dans le nom que nous mettons derrière Next. Nous allons parler des risques du cloud, de l'approche Design to Build, de notre Cloud Adoption Program pour aider nos clients à adopter les solutions du cloud, nos Cloud Managed Services, notre matrice de correspondance cloud et ensuite le What's New, What's Next traditionnel. Alors, Next. Next n'est pas uniquement une plateforme comme Michel vous l'a présenté plus tôt. Next veut donc dire NRB, Enterprise Cloud Services. Il y a donc services dedans. Et comme ça a été abordé par Michel un peu plus tôt et par moi dans la session juste avant, il y a donc aussi des services qui s'appliquent sur une infrastructure Next. Les Managed Services Next, qui peuvent être séparés en trois grandes catégories. Des services de conseil. Vous conseillez votre stratégie cloud, qu'elle soit public, privé, public first, private first, hybrid first, whatever. Nous pouvons vous aider, nous pouvons vous dire quelles sont les choses qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention lorsque on aborde le cloud. Il y a ensuite nos services de migration, c'est un peu notre core business, nous le faisons depuis presque 30 ans. Amener des gens chez nous, c'est des services de migration. Finalement, amener des infrastructures chez nous ou amener des infrastructures dans le cloud public, ce n'est pas tellement différent. Et donc, nous avons aussi des services de migration où nous pouvons aller très loin, vous assister, rentrer en partenariat avec les grands acteurs et faire la migration. Et ensuite, les Managed Services. Et dans cette présentation, nous allons aborder les risques que l'on encourt quand on va vers les clouds publics et pourquoi est-ce que les Managed Services, les Consulting Services, les Migration Services d'NRB vous permettent d'éviter ces risques, ces pitfalls. Slide suivant. En effet, les clouds publics, surtout quand on veut aborder donc les clouds publics, ne sont pas des acteurs de l'externalisation comme les acteurs traditionnels, comme NRB l'est, comme d'autres concurrents d'NRB le sont. En effet, ils sont très rigides, ils ont des matrices de responsabilité très strictes. C'est un petit peu dans leur vision, voici une infrastructure, tirez votre plan. En effet, si vous avez un trou de sécurité, ils ne vont pas vous dire, vous n'allez pas avoir un expert en sécurité qui va vous appeler pour vous dire « Oh là là, faites attention, là vous avez exposé votre infrastructure ». Donc, ils ont vraiment une ligne très stricte qu'ils tirent, nous on s'occupe de l'infrastructure, de la logique de cette infrastructure et d'une couche de présentation pour vous permettre d'y accéder. Tout le reste est de votre ressort. Il y a aussi, quand on va vers les clouds publics, toute la problématique de bien comprendre les problèmes du Cloud Act, du Privacy Shield, vous en avez entendu parler, c'est un accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui était en cours de discussion depuis plusieurs années et qui finalement a été déclaré illégal tout récemment. Eh bien, voilà, avoir un partenaire pour identifier ça, c'est quelque chose qui vous permet d'éviter de vous retrouver en porte-à-faux avec les réglementations européennes ou en porte-à-faux avec votre propre acceptation du risque. Du coup, comment aller vers les clouds publics? Il faut commencer par construire de bonnes fondations sur base d'une approche structurée. Et cette fondation, elle doit se baser sur un design qui est top-down. C'est-à-dire, on part d'un besoin business, parce que finalement, l'infrastructure, c'est un besoin business, et on définit qu'est-ce qu'on a besoin au niveau du besoin business. Mais lorsqu'on l'a construit, il est primordial d'avoir une approche bottom-up, une approche où on parle des bases. Commençons, on est dans un cloud public, c'est accessible sur Internet, ou on est même dans un cloud privé, Next, accessible sur Internet. Il faut s'assurer qu'on sécurise ses master accounts. Il faut s'assurer qu'on a bien un contrôle parfait de sa facturation, de ses coûts. Si on ne se base pas
sur cette fondation-là, on va ou se retrouver avec des trous de sécurité énormes, ou alors avec des factures qui peuvent devenir astronomiques. Il faut définir des rôles, il faut gérer ces identités, il faut définir l'infrastructure de base réseau et de sécurité. Elle ne vient pas par défaut. C'est un choix que chaque entreprise doit faire et il y a toute une architecture à construire. Quand on est chez soi, on a accès, on est en contrôle de tout. Je suis une petite entreprise, j'ai mon propre data center, mes propres équipes réseau, je suis en contrôle de tout. Si quelque chose ne va pas bien, je n'en ai qu'à m'en prendre à moi-même. Tandis que quand je vais chez un service provider traditionnel, eh bien ce service provider va quasiment prendre la responsabilité sur l'entièreté du process et c'est juste au niveau des instances, des runtimes, des applications que l'on a parfois un overlap, que le client garde un contrôle. Quand on va par contre sur les clouds publics, on se retrouve dans une situation avec toute une série de cases qui ne sont pas occupées. Personne n'est responsable. On croit que parce que je vais chercher un serveur sur Azure et que je mets une base de données dessus, il est sécurisé, il est patché, il est protégé, il y a un backup, on s'occupe de monitorer mon stockage, etc. Non, non, tout ça n'est pas pris en compte. Et c'est là que s'associer avec un partenaire pour pallier à ce manque des clouds publics devient intéressant. C'est la dernière animation avec NRB, où NRB prend cette responsabilité pour vous et vous permet de vous assurer que vous avez un service qui opère correctement. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Eh bien, un cas concret. CodeSpace. CodeSpace est en plus une société... Oui, les animations arrivent, c'est pas grave. CodeSpace est une société qui avait fait de son core business le fait que je protège votre code informatique de vos applications, il est sécurisé, il est chez moi, vous ne devez plus vous en préoccuper, il est backupé, etc. Donc on parle d'une société qui est dans l'informatique. Eh bien, CodeSpace est allé un petit peu à la légère sur AWS, a oublié les principes de base que je vous ai exprimés, commencer par les fondations, n'avait pas correctement protégé son master account et s'est fait hacker. Et ils ont même été jusqu'à être un peu légers parce qu'ils ont été hackés. On leur a proposé une rançon, on leur a dit payez, on vous redonne accès. Ils ont dit non, non, moi j'ai fait mes backups, je suis protégé. Backup basé sur ce même cloud public. Et du coup, les hackers ont tout effacé, backup compris. CloudSpace, qui avait des clients comme Oracle, Macy's, FedEx, Ricoh, Bosch, a mis clé sur porte en une semaine. Eh bien, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et on peut aller jusqu'à la fin de l'animation. Voilà. Donc, NRB a développé un Cloud Adoption Programme. Un Cloud Adoption Programme qui est basé sur une série d'étapes de consulting, définir la stratégie, définir les cost-benefits, définir le planning, s'assurer qu'on est prêt, s'assurer qu'on a mis en place tous les processus d'adoption pour être sûr que ce cloud est sécurisé et adopté par les différentes entités de l'entreprise, que ce soit un succès. Notre Cloud Adoption Framework est basé sur le Cloud Adoption Framework des différents clouds publics. Nous avons fait en quelque sorte un cocktail pour qu'il convienne à tous, qu'il soit construit, qu'il soit efficace. Il se base sur 3 étapes séquentielles claires. On fait d'abord la préparation, la consultance, on vérifie que tout est prêt. On construit, on migre et ensuite on gère. Et comme souvent chez NRB, c'est une offre à tiroir. Certaines sociétés ont tout à fait la capacité de faire la migration et la gestion par eux-mêmes et peuvent venir juste chercher le conseil. Certaines sociétés peuvent faire juste la gestion par eux-mêmes et vont chercher le conseil, la migration, l'exécution, et puis ils vont gérer leurs services. Nous ne sommes pas là pour dire c'est tout ou rien. Non, nous sommes là pour vous dire il faut être accompagné, il faut être sûr de faire les choses correctement pour éviter les soucis. Slide suivant. Alors, en plus de construire cette fondation,
vous pouvez justement, comme je le disais, avoir un partenaire pour gérer le compute, pour gérer le storage, pour gérer le network, pour gérer l'OS. C'est un pilier, ce sont les piliers qu'NRB peut aussi vous fournir dans la construction. Nous pouvons aussi faire cette gestion-là et s'arrêter là. Vous laissez gérer les solutions PaaS ou les solutions SaaS que vous auriez décidé de mettre dans Azure. Nous nous arrêtons là. Oui. Et notre approche dans ce cadre-là est hybride par défaut. On a parlé de Next, on a parlé des Managed Services de Next. Eh bien, notre approche est de vous fournir justement le même service où que soit votre VM. L'intérêt est primordial. Si vous avez décidé d'avoir vous-même une approche hybride, vous avez par exemple votre production qui est hébergée chez NRB et votre acceptance qui est hébergée sur Azure pour des raisons de coût ou des raisons de flexibilité, il est important que cette acceptance ait le même niveau de patching que la production et le même antivirus que la production. Ou alors vous allez vous retrouver déséquilibré et vos tests d'acceptance vont finalement pas être valables en production. De même, la façon dont on construit une VM, nous travaillons avec les mêmes blueprints. Donc les mêmes agents vont être installés à gauche comme à droite. C'est cette approche par défaut hybride quand NRB fournit du IaaS et qui ira beaucoup plus loin comme lorsqu'on aura le full load mobility, où là on aura encore plus de parallélisme, on va dire, entre les différents environnements. Notre approche est aussi toujours basée sur des références éprouvées, des architectures de référence éprouvées. On ne réinvente pas la roue, c'est construit pour être sécurisé par défaut. Slide suivant. Voilà, par exemple, notre approche pour fournir des managed services sur une infrastructure qui est sur Azure. Elle est connectée ou pas à l'infrastructure du client qui est chez NRB. C'est le deuxième gros carré en bas avec les jump posts. Si cette infrastructure n'existe pas, ces jump posts sont mis dans l'infrastructure Azure. Et puis, l'infrastructure NRB qui permet de pousser, qui permet de gérer, qui permet de gérer le patching, l'antivirus, le monitoring de façon constructive pour que le client ait finalement un seul dashboard de monitoring où il voit toutes ses machines virtuelles, où qu'elles soient. Slide suivant. Donc, nous en sommes maintenant. Nous avons géré les fondations, la sécurité, le master account, le billing, les identités, nous avons géré les accounts, nous avons défini le core network, la sécurité. Vous avez décidé de faire en sorte qu'NRB gère les couches basses Compute, Storage, Network, OS. Vous pouvez aussi demander à NRB de gérer le PaaS, s'assurer de faire les releases dans vos bases de données ou dans vos applicatifs cloud, pour vous s'assurer de mettre en place le plan DR nécessaire pour la continuité de vos opérations. Ce sont des services que NRB peut aussi vous fournir à tiroir à nouveau. Donc, c'est un slide, vous l'avez déjà vu, IaaS, PaaS. En mode IaaS, on peut ne rien faire. On vous a fourni une infrastructure et une machine virtuelle, où on vous la fournit chez NRB ou sur Azure, et puis vous avez un OS. Cet OS, nous pouvons en faire le monitoring, l'antivirus, le patching, l'incident management via l'option Basic Care, le backup, le DR, ce sont tous des services additionnels qu'on fait sur du IaaS, mais on s'arrête là, et le middleware, runtime, data model, application, reste chez vous. Où on est en PaaS, et nous pouvons fournir tous les services antivirus, monitoring, patching, incident management sont d'office fournis puisque nous fournissons la plateforme et nous prenons la responsabilité sur le middleware et le runtime. Et finalement, l'automation. Pensez à l'automatisation et l'orchestration. Et c'est là que Next, justement, prend tout son sens. Next est une plateforme qui est là pour créer de façon automatisée et orchestrée des infrastructures, de créer de façon automatisée un environnement OpenShift,
à l'avenir une instance SQL. Donc, ce sont tous des services que l'on fournit via notre plateforme Next, dont vous avez déjà eu une présentation plus tôt. Et donc, vous avez ici une représentation graphique de tous les services que vous avez dans Next. Donc, Next, c'est multi-tenant, sécurisé, une garantie que chaque client est séparé l'un de l'autre. Ça fournit toute une série de services généraux. Ça permet du management de la disponibilité de l'application. Ça permet de l'auditing, du reporting, la facturation, et tout ça dans un monde intégré et hybride avec les clouds publics majeurs. Donc, Next, en quelque sorte, répond à des challenges primordiaux du cloud qui sont la connectivité entre les clouds, j'en ai parlé, la consistance du management, primordial, que vous ayez les mêmes options où que ce soit, et la même gouvernance, où que ce soit à nouveau un seul service pour pouvoir avoir une expérience unifiée de l'utilisation de vos infrastructures et de vos plateformes. Alors, nous avons aussi récemment développé une matrice de correspondance. C'est juste des curseurs, ce n'est pas les 10 commandements, ça varie à quelques petits détails près à chaque besoin client, mais ça permet d'avoir une idée. Donc, c'est notre matrice de correspondance pour dire, voilà, en fonction de ce que je veux faire, où est-ce que je dois aller. Et pour la faire simple, nous l'avons séparé en 3 types de besoins. De l'infrastructure moderne, virtualisée, du infrastructure as a service, du legacy, j'ai besoin d'un serveur dédié ou d'un serveur spécifique, genre un serveur AS400, ou du digital. J'ai besoin d'un microservice propre de créer une solution serverless pure et dure. Et donc, nous avons des curseurs. Le cloud NRB, très bien pour de la machine virtuelle. Nous croyons vraiment que nous avons une offre compétitive sur le marché, intéressante, avec un très haut niveau de service. Legacy, NRB fait depuis des années la fourniture de solutions telles que de l'IBM i, de l'IBM Mainframe, du Solaris. Ce sont des choses que l'on fait très bien chez NRB. Et digital, nous sommes là, nous sommes présents. Nous avons des solutions comme OpenShift, comme une solution Big Data qui sont purement digitales. Nous l'avons chez nous. Néanmoins, nous n'avons pas le catalogue de services des autres acteurs. Amazon, nous utilisons beaucoup Amazon dans la transformation digitale de nos clients. Et donc, c'est vraiment la plateforme sur laquelle nous travaillons beaucoup lorsque l'on innove et lorsque l'on met à jour des roadmaps de transformation digitale. IBM Cloud, on en a parlé pour notre hybrid load, mais IBM Cloud a des avantages uniques en termes de legacy. Avoir un serveur IBM i que je paye à la logical partition, c'est possible sur IBM Cloud. Avoir une pléthore de serveurs bare metal, ils ont un catalogue plus étendu que les autres. Donc, en termes de legacy, nous voyons IBM Cloud comme un gros acteur. Et en termes de digital aussi, ils ont une offre assez intéressante de services, de microservices, de services spécifiques digitaux, que ce soit pour faire de l'intelligence artificielle ou du big data. Ensuite, Azure, qui est un de nos gros partenaires pour tout ce qui est de l'infrastructure, c'est probablement le cloud public qui a, en termes d'infrastructure VM, le catalogue le plus étendu, avec des machines virtuelles pour héberger aussi des lots très spécifiques, genre du HANA, même si nous avons notre plateforme HANA as a Service. HANA sur Azure est une alternative tout à fait correcte qu'NRB peut faire. Le legacy, ils sont fort faibles. Le digital, alors je corrige tout de suite parce que le digital, le curseur est un peu bas sur Azure. C'est une erreur du slide. Il devrait être 2 crans plus haut parce qu'en effet, Azure a un bon portfolio de microservices. Néanmoins, on ne les voit pas au même niveau qu'Amazon et IBM.
Voilà, donc c'est notre matrice de correspondance qui nous permet de guider. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas parce que cette matrice définit cela. Parfois, Azure a tout son sens parce qu'un microservice bien spécifique correspond tout à fait aux besoins d'un client et le meilleur est sur Azure. Nous irons sur Azure, mais ça permet un certain aiguillage. Je retombe sur mon dernier slide, qui est le slide que j'ai présenté aussi dans la session précédente. Notre but est de pouvoir fournir la gestion de tous les services qui existent. Donc, notre but est de pouvoir vous aider via nos départements de consultance à définir votre transformation digitale, de vous aider à construire cette transformation digitale en construisant des applicatifs moderne. Nous l'avons fait récemment entièrement sur Azure pour un client. Nous avons fourni à disposition un architecte applicatif Azure qui a défini toute une solution de data mining pour un client. Et puis, nous offrons la gestion de cette solution pour s'assurer qu'elle soit gérée correctement, sécurisée, pérenne, disponible. Et donc, what's new, what's next? On a un peu défini tout ce qu'il y avait dans Next, les Managed Services, et pourquoi nous croyons que ce n'est pas parce que vous décidez d'aller peut-être entièrement vers un cloud public que vous ne devriez pas penser à vous faire accompagner par un expert du secteur tel qu'NRB. Et en même temps, nous estimons que l'architecture de demain sera hybride. Hybride entre les clouds publics, mais aussi hybride entre un cloud public et un cloud privé. Et nous faisons ça avec des architectures de référence et une plateforme solide et robuste. What's next? Eh bien, c'est utiliser notre matrice de correspondance cloud et nos équipes de digital transformation pour vous amener à évoluer vers des solutions qui soient vraiment cloud native et que nous puissions vous aider à gérer ces solutions à terme. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que c'était intéressant. Des questions, Daniel? Oui, merci. Merci Mathieu. Il y a un petit écho pour le son. En tout cas, j'ai une question ici. Quelqu'un pose la question, y a-t-il des services de chiffrement de données au repos? Alors, chez NRB, par défaut, l'entièreté de nos solutions ont de l'encryption at rest. C'est primordial pour garantir, ne fût-ce que permettre la maintenance d'une baie de stockage, par exemple. Si un disque sort de chez vous, vous avez envie que les données sur ce disque soient encryptées, même si elles sont difficilement lisibles, c'est une possibilité. Maintenant, NRB a les compétences pour appliquer cette encryption aussi sur des solutions cloud. Plus tôt, j'ai parlé par exemple de notre solution S3 as a Service. Eh bien, quand nous faisons de l'offloading de notre solution S3 as a Service dans Azure, Amazon, IBM, nous avons de l'encryption at rest. Les acteurs majeurs ont tous maintenant un service Bring Your Own Key. Nous avons de l'expertise là-dedans pour mettre en place ce genre de service Bring Your Own Key qui permettent d'encrypter, par exemple, une boîte mail Exchange online avec une clé privée dont le client est l'unique propriétaire et NRB peut en faire la gestion. IBM va encore plus loin, par exemple sur IBM Cloud, nous avons encore la possibilité de mettre même des HSM en place, des systèmes d'encryption physique pour garantir que l'entièreté des données sont sécurisées avec des clés dans un vault sécurisé. Donc, nos solutions sont d'office avec de l'encryption at rest et nous avons l'expertise pour faire en sorte que des solutions cloud publiques le soient aussi. OK. Juste une toute dernière question pour clôturer parce qu'on a déjà dépassé le temps. Pourquoi est-ce que Google Cloud n'est pas dans votre matrice de correspondance? C'est une bonne question. Nous suivons le marché. Nous avons une approche très proche de nos clients. Nos roadmaps sont développés en fonction des besoins de nos clients. Il se fait que sur le marché belge aujourd'hui, Google, même s'ils ont des grands data centers en Belgique, ne soit pas des plus présents et des plus actifs.
Et on est au courant, nous regardons ce qu'ils font, nous vérifions que tout ce que nous développons pourra être interconnecté à Google à un moment donné. C'est juste parce que nous ne sentons pas une demande forte pour l'instant. Voilà, ça changera peut-être à l'avenir. On pourrait aussi demander pourquoi est-ce qu'OVH n'est pas là, OVH qui a racheté il y a quelques années le cloud que VMware construisait, si je ne me trompe. Voilà, OVH est un acteur très très présent sur le marché français, pas beaucoup sur le marché belge. Maintenant, qui sait, avec notre expansion vers la France, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons récemment fait une acquisition en France. Peut-être que nous considérons d'utiliser OVH pour l'un ou l'autre service.